Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ça se passe dans tout le pays. Un phénomène qui persiste et même qui s'aggrave de jour en jour. Et toujours pas d'explications qui se tiennent. La grave crise de liquidité qui provoque de très longues chaînes d'attente devant les bureaux de poste et des attroupements contraires aux mesures barrières dans la lutte contre la propagation de la pandémie n'en finit pas de poser problème et de poser question aussi. Monsieur Tebboune, dont je rappelle qu'il est le président désigné de la République, avait publiquement exigé une enquête des pouvoirs publics sur ce qu'il considère comme un complot qui aurait été ourdi par on ne sait quelles forces occultes. Pour lui, ce manque de liquidité à un niveau national, dans quasiment tous les bureaux de poste et dans de nombreuses banques, ne pouvait s'expliquer que par le complot ourdi par des forces contre-révolutionnaires. Ce qui a posé doublement question, puisqu'on ne voit pas qui sont ces mystérieuses forces contre-révolutionnaires, ni contre quelle révolution. Où les Algériens découvrent aujourd'hui que M. Tebboune est le leader d'une révolution dont personne n'a encore entendu parler. Et qui n'est certainement pas celle du Hirak, puisque celui-ci est une révolution du peuple contre le régime dont M. Tebboune est le président visible. Et pour nous expliquer que cette demande massive de fonds qui a provoqué ce grand afflux devant les bureaux de poste était bien un complot, M. Tebboune nous a publiquement donné l'exemple de ce monsieur de 109 ans qui aurait retiré 2 milliards de centimes en une seule fois, et ce qui a suscité des questions et d'autres chez les gens. Qui est donc cet homme de 109 ans qui semble avoir été inventé pour les besoins de la démonstration? Un homme fantôme que personne n'a pu identifier. Et si malgré tout, il existait vraiment, pourquoi alors avoir précisé son âge? N'a-t-il pas le droit de retirer son propre argent de son propre compte courant, juste parce qu'il a 109 ans? Et comment cet homme aurait-il pu retirer une telle somme au moment où des dizaines de milliers de retraités, si ce n'est des centaines de milliers de retraités, ne parviennent même pas à retirer leur pension de retraite pour vivre? Et comment cet homme aurait-il pu retirer une telle somme, puisque la réglementation de la Poste prévoit toute une procédure pour pouvoir disposer de sommes autrement moins importantes? C'est dire avec quelle incroyable désinvolture M. Tebboune se laisse aller à de telles divagations. La communication du ministre de la Poste a été d'un tout autre registre. Il explique, entre autres raisons, toutes tirées par les cheveux, que la pénurie des liquidités a été provoquée par la demande massive pour l'achat du mouton de l'Aïd. Ce qui est absolument faux, puisque la plupart des Algériens n'ont pas sacrifié au rite cette année à cause de la pandémie, entre autres raisons. Cet argument du ministre de la Poste est d'autant plus fallacieux que la crise persiste alors que l'Aïd est passé. C'est QFD. Mais il n'y a pas que cela. En fait, c'est à une crise multidimensionnelle que nous assistons et dont les différentes manifestations ne sont que les prémices de la vaste débâcle qui s'annonce, dont la seule vraie explication réside dans l'impéritie d'un système dont aucun replâtrage ne peut colmater les fissures. Il en est de même dans cette décision de M. Tebboune de numériser tous les services publics pour pouvoir, nous dit-il, fluidifier les procédures et disposer de statistiques fiables dans un pays où la statistique est une vaste fumisterie. M. Tebboune avait oublié qu'une globalisation de la numérisation ne peut être possible dans un pays où la connectivité est l'une des plus basses du monde. Et donc,
on aurait expliqué à M. Tebboune que son rêve d'une globalisation immédiate de la numérisation dans tous les services publics ne pouvait être possible, du fait d'une connectivité exécrable dans tout le pays. Et M. Tebboune a tout aussitôt enjoint au gouvernement de venir, je cite, de venir à bout immédiatement du problème de faiblesse de débit Internet et élaborer un rapport détaillé sur ce dossier. Fin de citation. On croit rêver. Comment? M. Tebboune ne sait-il donc pas que la faiblesse du débit est volontaire? Que des sociétés, y compris étrangères, sont payées pour empêcher les Algériens de jouir d'un débit juste normal? Que le robinet de l'Internet, si je peux dire, ne fait que du goutte à goutte, exprès, juste pour empêcher les hirakistes de coordonner leurs activités? Pour les empêcher d'être informés en temps réel de ce qui se passe dans leur pays? Tebboune ne peut pas ne pas le savoir. Et si d'aventure il ne le sait pas, alors c'est qu'il est à la marge du propre système qu'il a fait roi et qui considère que l'Internet est un domaine extrêmement sensible, voire vital pour sa survie. L'un dans l'autre, il n'y a pas que les problèmes des liquidités et d'Internet. Le régime fait eau de toutes parts. Et ce n'est que le début du grand naufrage attendu, naufrage du régime. La situation est gravissime. Et ce n'est pas avec des rustines qu'on peut colmater la grande brèche du Titanic qu'est le régime. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك. Pénurie des liquidités, 80% des Algériens, Hamdin Rabbi. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi Amin Mennadi, activiste politique qui sera avec nous depuis le Canada. Mohamed Amin Bousbia, élu local mairie de Chiraga à Alger. Hassan Mouali, journaliste à Alger. Belkacem Naïd Saleh, avocat et défenseur des droits de l'homme, Oran. Je rappelle, on vient de me dire que notre ami Bousbia ne sera pas avec nous. Alors, Hassan Mouali, merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan, je vais vous laisser un instant, le temps que vous régliez. Oui. Hassan, je vais vous laisser une minute, le temps que vous régliez le téléphone. Il semble qu'il ne soit pas très bien réglé. Je reviens à vous. Alors, Amin Mennadi, activiste politique depuis le Canada, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, Roya Jamal. Merci. Alors, d'abord, cette histoire de liquidité,
On nous avait dit que c'était un complot, que M. Tebboune avait ordonné une enquête. Monsieur le ministre des Postes nous avait dit non, que c'était juste à cause du mouton de l'Aïd et que dès que l'Aïd serait passé, le problème serait réglé. Or, ce n'est ni un cas ni l'autre, vraisemblablement, puisque l'Aïd est passé et que les chaînes non seulement n'ont pas cessé, mais elles sont en train de s'amplifier quasiment à tous les bureaux de poste d'Algérie, mais pas seulement, même à certaines banques. D'après vous? Tout d'abord, merci Jamaluddin pour cette invitation et de me permettre de donner mon avis, même si je ne suis pas sur place, mais on peut juste observer ce phénomène de médiocrité qui s'amplifie au jour le jour. On pensait que c'était le système de Bouteflika qui faisait que la médiocratie avait pris le dessus dans toutes les arcanes du pouvoir. Malheureusement, avec Tebboune, il nous fait un mix entre le pire de Bouteflika et le plus ridicule des Sellal, avec notamment le vieux de 109 ans qui retire de l'argent. Donc là, la seule explication logique selon le pouvoir qu'on pourrait donner, ça serait soit que le vieux de 109 ans fait le tour de tous les bureaux de poste d'Algérie, et non pas juste un seul bureau, ou bien il y a trop de centenaires en Algérie qui retirent des milliards de centimes chaque jour. C'est comme dirait le proverbe, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Ça frise vraiment le ridicule. D'ailleurs, ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est qu'il y a un silence total sur cette problématique, parce qu'on a eu déjà le discours du président où il s'est permis de définir c'était quoi le problème et de tirer à boulet rouge sur un ennemi invisible qui veut casser ou saccader le travail du pouvoir en place. Cet ennemi invisible, on ne le nomme toujours pas. Cet ennemi invisible, on ne le nomme toujours pas. On ne dit toujours pas c'est qui. On n'arrête toujours pas les responsables. On parle toujours de ces inconnus comme si c'était des extraterrestres. Mais en même temps, ce qui est encore plus difficile pour nos frères et nos sœurs à travers le pays, c'est qu'on n'a toujours pas de solution. On a toujours la complotite qui prend de l'ampleur, mais on n'a toujours pas de solution. Et maintenant, c'est le silence total, parce que les raisons ridicules qui ont été avancées avec le discours de Tebboune ou l'intervention vraiment délirante à la radio du ministre, aujourd'hui, ils n'ont plus de raison valable de dire on a un problème avec les liquidités. Ils sont tout simplement en faillite. Ce régime est en faillite et il vit ses derniers moments. Hassan Mouali, donc merci d'avoir accepté notre invitation, Hassan. Hassan. Bonsoir Jamal. Bonsoir. Oui. Alors, Hassan, cette histoire de liquidité, donc oui. on nous avait dit que c'était soit un complot, que c'était un complot, pas soit Tebboune a même demandé une enquête au Premier ministre, et le ministre de la Poste avait dit non, ça va se régler juste après l'Aïd, puisque c'était surtout à cause de l'Aïd, que dès que l'Aïd serait passé, ce serait réglé. Or, c'est tout à fait le contraire, ça s'est amplifié, ça s'est compliqué. Hassan, quelle est votre lecture? Écoute, cette histoire de complot, ça commence un peu à en faire un peu trop. Je me souviens quand le ministre des Postes et Télécommunications avait été interrogé, il avait dit qu'effectivement que le problème allait être réglé juste après l'Aïd. Et ils avaient parlé du fameux vieux de 109 ans, 111 ans qui avait apparemment dévalisé tous les bureaux de toutes les banques algériennes. Maintenant, voilà, un mois plus tard, ça ne se règle pas. Donc, il y a un problème de compétence là-dessus. C'est le gouvernement qui est mis en cause. C'est bien facile d'invoquer à chaque fois un complot, une isaba derrière. Et ça complique un peu plus le problème, parce que un gouvernement n'a pas vocation à se draper derrière des personnes ou des pouvoirs centrifuges qui gravitent autour de lui pour le bloquer. À ce moment-là, ça devient encore plus grave.
qui sont ces gens-là, et quelle est cette Aïsaba, cette nouvelle Aïsaba qui empêcherait Tebboune et son gouvernement de régler les problèmes. Et en plus, là, on parle de petits problèmes. Jamal, c'est pas une relance du pays. On parle tout simplement d'assurer un peu de sous dans les bureaux de poste, permettre à nos vieux Chibani de pouvoir retirer leur petite pension. On parle aussi de la vitesse de l'Internet, un problème récurrent depuis plus de 20 ans. Que tout le monde sait que l'Algérie est classée parmi les derniers pays au monde en termes de vitesse de l'Internet, donc ce n'est pas nouveau. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, c'est le président Tebboune qui communique comme si le gouvernement et son premier ministre n'existent pas. Il ordonne au ministre de régler le problème rapidement, comme s'ils avaient une baguette magique pour tout de suite régler le problème d'Internet, tout de suite régler le problème de l'eau. Il dit même, Hassan, il dit même immédiatement. Il utilise le terme immédiatement, dans l'immédiat. Immédiatement. Absolument. Moi, j'ai l'impression que ça relève de la coquetterie politique. En fait, Abdelmadjid Tebboune, il essaye un peu de se montrer comme étant un véritable chef qui veut impulser le changement, que s'il y a des problèmes, ce n'est pas moi, ce sont les autres qui ne sont pas identifiés. D'ailleurs, tout le peuple algérien, nous attendons tous à ce qu'il nous désigne ces empêcheurs de gouverner en rang, pour reprendre la fameuse expression. Et donc, pour le simple citoyen, il se pose des questions légitimement. Qui gouverne dans ce pays finalement, à partir du moment où le président de la République, celui qui est censé apporter des réponses et des solutions à ces petits problèmes de tous les jours, et il lui dit presque je ne sais pas comment régler ces problèmes parce qu'il y a des forces extra-gouvernementales qui empêchent le pays de régler ces problèmes. Là, c'est grave. Donc, c'est un discours absolument inacceptable. Inacceptable parce que quand on élit un chef d'État, et encore, je mets des guillemets sur le terme élection, il est payé pour régler ses problèmes. Il de Barasso. D'autant plus, et là, à sa charge, pas à sa décharge, à sa charge, il nous dit que l'Algérie a engrangé 25 milliards de dollars de recettes dans le secteur de l'agriculture. Moi, on s'est tous dit, tant mieux, même si on a du mal à comprendre d'où est-ce qu'il a ramené ce chiffre astronomique, mais puisqu'on a 25 milliards de dollars, ce n'est pas un petit problème d'Internet ou quel petit problème de pension dans les bureaux de poste qui vont nous effrayer. On peut les régler facilement. Donc il y a une contradiction quelque part. Et alors, Hassan, quelque chose peut-être qu'on ne nous dit pas. Oui. Et justement, alors nous allons écouter une petite vidéo. Oui, Jamal. Nous allons écouter une petite vidéo où un citoyen nous révèle la vraie profondeur des dégâts. Et, alors, ce monsieur est allé pour verser de l'argent. Au CPA. Alors, au lieu de procéder par virement, ça veut dire au lieu de retirer de l'argent, il se présente la poste à son compte courant normalement, il fait un virement vers là où il veut faire le virement, ça se passe sans qu'il retire de l'argent. Or, on lui dit non, il faut retirer de l'argent de la poste et aller le déposer au CPA. Et vous allez l'écouter, vous allez voir, et même pour les versements, il faut faire des chaînes, il faut attendre de longues journées, il faut se lever très tôt, même pour les versements, pas seulement pour les retraits. Et nous allons écouter ce monsieur. تاع باب زوار هاي الكسيبيه شوفوا الغاشي انا جات صباح هنايا على 6 كي خلاص كونفينمون جات دارت لاشين هنا بعدو كاع باش يخلصوا لا ديال برك. الوغ رحت شحال من سيبيه قالوا لي انا ما رحتش، انا نجي غير لهنايا، عطاوني تيكي تاع نيميرو 127 هاولي دوك نوريوكم 127. دوكا راهي شوفوا شحال الساعة، راهي في 10، راهي نيميرو 10
كي هضرت مع لاجون قال لي ولي عشيه، قال لي 127 تاع لك العشيه. كان ينكسر مع لي زونسين تاع لا ديال ابارامون كاع لي سي بي هكا. ما فهمناش حنا دوكا نعطوا لهم دراهم باش تعطي لهم دراهم تحلل، باش تدي دراهمك تحلل، باش تعطي لهم دراهم تحلل. ما فهمناش والله ما فهمنا. هذا جيت من بوسطا ضربت بريسك 1 اور، نزيد نضرب في السي بي هنايا مانيش عارف انا نضرب هذاك 1 جورني، تجبد 1 اور باش تجبد دراهمك، 1 جورني باش تخلص السي بي لا ديال. ما فهمناش حنا وراه والله ما فهمنا وراه البروبليم. مانيش عارف علاه ما يديروش شي نوتر بروسيدور دو بايمون. علاه كاين دوكا لا تكنولوجي، كاين انترنت، كاين كلش. الله يسترنا يا ربي. وهادو الناس مخبيين قاع داو تيكا ومخبيين، وانا قاعدين هنا واحد القهاوي واحد منا وشوفوا زعما كاين كونفينمون. شوف مانيش عارف انا وراهم لي كونسيرني لي جون كونسيرني علاش ما ياخذوش لي ميزور نيسيسير. زيدون بلوس تخلص من بعد تروح تدي لهم انت البون. Belkacem Naït Saleh, avocat et défenseur des droits de l'homme, merci d'avoir accepté notre invitation. Belkacem Naït Saleh. Oui. Merci d'être avec nous. Merci. Ah, on ne vous entend pas très bien, il me semble. Merci à vous. Merci. Alors, nous venons de voir cette vidéo où ce monsieur qui doit payer son échéance à l'ADL, on lui demande d'aller retirer de l'argent de la Poste, de le verser au CPA, alors qu'il aurait pu aller à la Poste faire un virement, et il nous dit que ce n'est pas possible. Et non seulement ce sont ceux qui doivent retirer de l'argent pour vivre, pour payer leurs frais ordinaires, mais même ceux qui déposent de l'argent sont obligés de faire de longues chaînes, donc d'abandonner leur travail. Et nous allons voir tout à l'heure des images de gens qui passent la nuit devant la Poste pour avoir leur tour, etc. Belkacem Naït Saleh. Alors, c'est un exemple flagrant de l'incurie et l'incompétence. C'est l'impasse. Le pays vit une impasse. Cette situation n'est pas le fruit d'un cheminement logique. C'est le fruit, on est en train de récolter ce qu'on a semé pendant 58 ans, dont l'incurie, l'incompétence, et mettre sous tutelle tout un pays. Le système est arrivé à une situation et un résultat dramatique. Et l'échec patent. Cette situation, elle est presque généralisée et c'est dans tous les secteurs. Hein. Il ne faut pas se méprendre. La situation actuelle est que le pouvoir est dans l'impasse. Il n'arrive pas à offrir une offre réelle pour un partage du pouvoir et pour reconstruire une Algérie et un État sur des bases modernes. On y va d'interprétation farfelue à une interprétation, je dirais, absurde et débile, et ça n'en finira pas. Le drame, c'est que nous allons droit au mur, nous allons vers une catastrophe à des dimensions, à des échelles incalculables et inconcevables. Ce que nous voyons, c'est à la banque, nous le voyons à la poste, nous le voyons dans d'autres secteurs. Alors, on nous donne des interprétations comme si nous devons être mis sous tutelle ou voir des psychiatres et des psychologues afin de comprendre. Le pays vit une impasse politique majeure. Il y va de la survie de cet État-là, de reprendre les choses et de mettre des passerelles avec la société algérienne pour qu'on puisse tout ensemble, nous ne nous excluons personne pour qu'on puisse construire une Algérie. En 2020, nous entendons des explications pour le moins farfelues et absurdes. Et je dirais que heureusement que le ridicule ne tue pas. Si seulement le ridicule arrivait à tuer, beaucoup d'Algériens, beaucoup de responsables seraient morts. Alors, de grâce, respectez un peu notre intelligence, respectez ce peuple-là. Vous êtes arrivé à une situation telle qu'il est impératif d'aller vers un changement pacifique, un changement de consensus, un changement de partage. Nous ne pouvons pas rester neutres devant cette situation où, quand on voit des Algériens dormir dans la rue afin de retirer le lendemain matin une retraite de misère, je vous dis que j'ai mal au cœur et que j'en pleure à des moments donnés pour ce pays. Restez avec nous.
Restez avec nous, Belkacem Naïd Saleh. Amin Minnadi, nous allons voir une autre vidéo avant de revenir vers vous. Regardez, ça se passe à Wahran. شوفوا لابوست تاع وهران سي ان شهر شوفوا خوتي حالة كي دايرة شوفوا هاد الحاجة مسكينة شوف كبيرة مسكينة شو الكولا قد كولا خوتي غري ما تكملش كولا غري ما تكملش خوتي علاه كيما هكا هذا المنكر علاه غابنين هذا الشعب هذا كاع العام مجرجر معاكم علاه Amin Minnadi, Kola en oranais, Beloharania, ça veut dire la chaîne, la queue. Nous avons vu tout à l'heure que ce n'est pas seulement une question de retrait, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une question de liquidité, mais même une question de dépôt. Même ceux qui vont déposer leur argent, ils doivent faire de très longues chaînes, attendre des heures, laisser leur travail. Donc le problème est ailleurs que ce que nous dit le ministre de la Poste. Là, honnêtement, les dernières années, Bouteflika et les premiers mois Tebboune, c'est on revoit des images qu'on n'a pas plus vues et plus revues depuis l'époque Chadli sur Al-Fallah, où on faisait la file pendant des heures pour avoir un bidon d'huile de cuisson. Mais le malheur, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas un président qui sortait pour nous dire que c'était la faute des autres, d'une part, et d'autre part, c'était une époque particulière où on n'avait pas un pays qui prospérait financièrement, comme nous l'affiche Monsieur le Président. Comme viennent de le dire les amis, on a un président qui nous donne des chiffres mesdouriens, et je le dis bien mesdouriens, parce qu'il nous parle de 25 milliards de recettes de l'agriculture. C'est-à-dire, en l'espace d'une année, on est devenu parmi les premiers producteurs mondiaux en produits agricoles. Alors que notre exportation agricole se limite à quelques transportations par avion, essentiellement vers les pays du Golfe, ou quelques centaines de kilos qui viennent vers le Canada ou l'Europe. C'est très très peu, et puis essentiellement limité à certaines régions. D'ailleurs, avec la Covid, il y a eu une chute vertigineuse de ces exportations-là dans tous les pays. Donc l'Algérie, apparemment selon M. Tebboune, ou dans l'Algérie de M. Tebboune, dans laquelle je ne pense pas que les Algériens vivent, parce qu'apparemment il n'y a que lui et quelques-uns de ses soutiens qui vivent dans ce pays-là, on a de vastes étendues de Metidja, de Boufarik jusqu'à Tamnaraset pour pouvoir produire assez pour faire 25 milliards de dollars de recettes. La problématique, c'est que au lieu de faire des changements profonds au sein des institutions concernées par ces problématiques, on nous sort des excuses et on ne voit pas le changement. Donc l'Algérie nouvelle, c'est une Algérie comme d'habitude, c'est-à-dire on nous affichait une nouvelle ville et puis ils allaient faire leur inauguration, et la seule chose qui était neuve dans ces villes-là ou dans ces inaugurations-là, c'était la peinture. Donc l'Algérie nouvelle, c'est une peinture nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle Algérie qui est refondée sur de vraies bases ou sur des changements profonds au sein des institutions. Parce que justement, M. Tebboune est incapable de faire ces changements-là. Autant lui que ceux qui l'entourent, c'est des gens qui sont le pur produit de la médiocrité passée. Donc ils vont juste représenter la médiocrité future, qui est la continuité de la médiocrité dans laquelle on a baigné jusqu'à maintenant. Voir des vieux continuer à faire la file pour avoir de l'argent qui leur est dû, c'est pas pour demander de l'aumône. Ces personnes-là ont travaillé toute leur vie et méritent d'avoir leur... Alors, une petite information, Amin. Hier ou aujourd'hui matin, je ne sais plus. Aujourd'hui, à 5 h du matin, un monsieur d'un certain âge qui faisait la chaîne à Marnia, devant la poste, est décédé à 5 h du matin. Oui, j'ai cru voir circuler cette information ce matin que j'ai pas pu vérifier, mais pour le régime, la valeur de la vie humaine n'est pas la même que pour nous autres. Ils vivent sur une autre sphère, sur une autre planète. Il y a des centaines de jeunes qui meurent dans des conditions atroces en essayant de quitter le marasme dans lequel ils vivent en Algérie. On a des milliers de vieux qui passent leur temps
devant des postes des bureaux de poste pour essayer de récupérer leur argent. Et puis, normalement, il devrait y avoir des spécialistes et des universitaires qui vont faire des études et des recherches sur l'impact de cette situation sur la santé mentale et par la suite sur la santé tout court des Algériens qui vivent cette misère. Donc, moi, ce que je voudrais aussi demander, c'est que on a eu Gaïd Saleh qui nous disait qu'il y avait un complot, il y avait même eu une bombe. On a eu un communiqué de la DGSN qu'il y avait une bombe qui avait été installée dans le tunnel des facultés. Aujourd'hui, on n'a personne qui a été inculpé, on n'a pas de nouvelles par rapport à ça, et on n'a aucune sorte de quelconque procès ou de détail par rapport à cette situation. On a eu des informations par rapport à un jeune étudiant qui serait relié au MAC et relié à des conspirations visant à tirer sur des manifestants. On a eu droit, et on n'a rien eu par la suite, on a eu droit même à Tebboune, qui est censé être le président de la République, qui nous a gratifié d'une déclaration totalement surréaliste et facebookienne, que je dirais facebookienne, sur les soi-disant 10 millions de dollars que M. Haddad a utilisés pour se faire défendre auprès ou faire le lobbying auprès de Donald Trump. Il n'était même pas capable d'aller vérifier que ça a été fait bien avant que M. Haddad ne soit en prison. Et le pire dans l'histoire, c'est que ici au Canada ou aux États-Unis, des lobbyistes doivent s'enregistrer auprès d'un organisme et tout est fait dans la clarté. C'est-à-dire on ne peut pas cacher ça. Nos services de sécurité n'ont même pas pu le vérifier. Donc maintenant, quand on voit des gens aujourd'hui se faire arrêter encore pour le motif totalement délirant de rabaisser les institutions de l'État ou notamment les services de sécurité, je pense que sincèrement les services de sécurité, soit ils sont totalement défaillants aujourd'hui, soit ils ont un chef qui est M. Tebboune qui est en train de totalement les ridiculiser à tous les jours. Donc il faudrait arrêter avec ces histoires-là. Mais je pense que la priorité des priorités du régime, ce n'est pas le bien-être des Algériens, mais c'est de s'assurer que les Algériens continuent leur hibernation. Mais il ne sait pas que les Algériens se sont réveillés le 22 février 2019 et que l'hibernation est terminée et que plus jamais on ne permettra que la médiocrité perdure comme elle a perduré ces 20 dernières années. Hassan Mouali, alors nos deux invités, Amin Mennadi et Belkacem Naïd Saleh, sont en train de dire clairement que ce régime, en fait, toutes ces crises s'expliquent tout simplement parce qu'il est en fin de ressources. Il n'est plus capable de diriger ne serait-ce que le SMIC de la gestion publique et que le mieux pour lui est de tirer sa révérence et de laisser de passer le flambeau, si on peut dire ça comme ça. Mais le régime n'en démord pas, c'est lui et rien d'autre. Et ça ne sera que comme ça, quitte à faire exploser le pays. Et, en fait, je partage entièrement l'analyse de notre ami. C'est clair que le régime est en bout de souffle, il est en fin de carrière, il est plus très fier même. Mais enfin, on ne va pas parler de régime, mais de système. Le système, il tient absolument à garder les rênes du pouvoir et advienne que pourra. Quand il se passe, on se dit qu'il y a quelque part, c'est diabolique. On pousse les choses. On pousse le citoyen à bout. Quand on n'est même pas capable de lui offrir de quoi se nourrir, c'est-à-dire la petite pension alimentaire, et quand on le ridiculise en allant donner de l'argent à l'État, mais il n'a pas les moyens de le faire, il doit faire la queue, il va attendre devant la banque pour payer, de donner de l'argent à l'État, c'est-à-dire que l'État est incompétent tout simplement. Il est incompétent. Quand on sort de grands mensonges, genre 25 milliards de dollars de recettes dans l'agriculture, mais de qui se moque-t-on? Je me pose la question, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'on va rallonger? C'est comme ça qu'on voudrait rallonger la vie de ce système au péril de notre État national. C'est ce qui, en fait, ça prête à rire, malheureusement, et c'est de notre pays, l'avenir de notre pays qu'il s'agit. Donc, personnellement, je suis perplexe. Je me rends chaque jour un peu plus que, au-delà de l'illégitimité, il y a un grave problème d'incompétence
dans ce gouvernement et dans ce qu'on appelle les promoteurs de l'Algérie nouvelle, qui est ancienne. Ça ne passe pas. Mais Hassan, donc, oui, en fait, ça a toujours été comme ça. Hassan, en fait, la bureaucratie, les tracasseries, ça a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, on dirait que ça s'aggrave, on dirait que ça s'exaspère. Alors, quelle est l'explication? Ça s'aggrave parce que l'explication, c'est que il faut dire les choses crûment. Économiquement, l'Algérie est à genoux, il faut bien le dire. Contrairement à la littérature et au discours politique diffusé via les conseils des ministres, économiquement, ça ne va pas du tout. Un pays qui est en pleine léthargie depuis maintenant 5 mois déjà. Avant, sans le Covid, la situation économique était catastrophique. Maintenant, imaginez-vous, toutes les entreprises du pays pratiquement roulent à 20-30% de leur capacité, et puis je suis optimiste. Enfin, c'est un scénario optimiste de dire que 30%, elles évoluent à 30%. Quand vous prenez par exemple Air Algérie, c'est la catastrophe. Les pertes se sont en milliards de dollars. Et quand on sait qu'une boîte comme Air Algérie est un mammouth qui emploie quelque chose comme 9500 employés, je vous laisse imaginer les conséquences. Et c'est le même topo à Sider, à l'Onième et toutes les entreprises publiques. Je ne vous parle pas, je vous épargne le secteur public. C'est la catastrophe dans le secteur privé plutôt. Le secteur privé, il y a plus de 500 000 personnes selon les estimations qui ont perdu leur emploi. Imagine-toi, Jamal, la crise sociale qui va se greffer à cette crise économique. Après, au lieu de faire preuve de créativité et de courage politique pour lancer les vraies réformes et dire la vérité au peuple, on sort cette histoire de 25 milliards de dollars. Alors qu'ils sont rattrapés par des petites choses, genre l'argent dans les bureaux de poste n'existe pas. Parce que, peut-être, Jamal, je ne connais pas la raison, mais peut-être bien il n'y a plus d'argent. Il y a 4 ou 5 mois de ça, un ministre, je crois que c'était le ministre des Finances, il a dit qu'on est pratiquement, les banques sont pratiquement à sec. Donc, moi, j'ai. Ça veut dire même les réserves de change, seraient épuisées? Les réserves de change des 6 décembre, pratiquement, il ne nous restera que 20 milliards de dollars. Sachant que notre pays, bon an, mal an, survit pour quelque chose comme 55 à 60 milliards de dollars. Oui. Donc, on est en plein dans la crise. Donc, il n'y a pas d'argent. Et de l'autre côté, il y a un discours patriotard qui prêche soi-disant le patriotisme économique. Il n'est pas question de recourir à la dette extérieure. S'il y va de la souveraineté économique. Mais de quelle souveraineté parle bon sang? Oui, où est notre souveraineté quand notre assiette quotidienne est importée de l'étranger? Non, ce n'est pas une hérésie économique que d'emprunter de l'argent si le souci c'est de l'utiliser à bon escient. Mais Hassan, ces gens-là ne savent pas. Hassan, quand il dit nous ne recourons pas au crédit extérieur, c'est tout simplement parce que les besoins de l'Algérie sont d'à peu près 30 milliards par mois, 30 milliards de dollars. Puisque vous êtes en train de le dire, entre 55 et 60 milliards de dépenses, comme ils ne font rentrer que 25, ils auront besoin de 30 milliards à peu près par an, lorsqu'il n'y aura plus de réserve de change. Mais qui va vous prêter 30 milliards par an? Surtout à un pays qui n'est pas solvable du tout. C'est parce que ce n'est pas possible d'emprunter autant. Les gens vous prêtent 5 milliards, 10 milliards à la limite, et sur plusieurs années. Mais on ne peut pas vous prêter 30 milliards par an. Très probablement, ils ne vont pas emprunter des 6 décembre. Le recours à l'endettement extérieur pour, soi-disant, respecter ce sacro-saint principe, disons, c'est une hérésie économique, il y va de notre souveraineté économique, donc il n'est pas question de recourir à l'endettement extérieur. Ils peuvent se donner une rallonge de temps, 6, 8 mois peut-être, mais 2021, très probablement, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont recourir à l'endettement extérieur. On n'a pas de solution à Jamal. La planche à billets, c'est sûr et certain. Ils vont le faire. À partir du moment où tu n'as même pas de liquidité pour payer les pensions, tu es bien obligé de recourir à la solution où il n'y a rien. Oui, mais la planche à billets, ça n'importe pas. La planche à billets, ça n'importe pas les biens de consommation. Or, nous importons quasiment 100% de biens de consommation.
Absolument. Alors, la planche à billets va leur servir à payer les salaires, c'est tout. Mais c'est au contraire, à l'aggrave le Ils vont aggraver l'inflation et la stagnation. Alors, restez avec nous, Hassan. بالقسم Naïd Saleh, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, un régime en fin de ressources et qui n'a même plus d'imagination, qui se complaît dans le déni, dans le mensonge d'État, dans le mensonge tout court, qui s'invente, sous prétexte que plus gros et le mensonge est mieux il passe, qui s'invente des recettes faramineuses. On nous parle de 25 milliards de dollars qu'en produits agricoles pour la seule année 2019. C'est complètement fou. Tous les économistes sont en train de se taper la tête contre le mur lorsqu'ils entendent parler d'un tel chiffre. Mais le problème, il est à double face. D'abord, l'absence quasi totale de réaction de la société civile. Même devant un tel chiffre qui aurait fait sauter au plafond quasiment toute l'élite dans n'importe quel pays moyennement honorable, en Algérie, ça n'a pas fait une vaguelette. Et la deuxième face du problème est que ce régime semble être non seulement dans le déni, mais j'allais dire, si une fuite en avant. Il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre qu'il est en fin de ressources, qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier son départ. Tout à fait, je dirais, il est nécessaire il n'y a plus de relation entre la société et le pouvoir. Alors les gens ne disent pas parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est un problème majeur. Tant que le pouvoir n'a pas encore diagnostiqué ce mal profond qui ronge l'État algérien, qui est le manque de confiance entre le gouvernement et le gouverné, le pouvoir, le gouvernement peut dire tous les droits et le peuple peut faire tout et n'importe. Le problème, c'est que le pays est en danger. Nous vivons une situation d'impasse totale. Nous avons dit dès le départ que le pouvoir n'a pas de solution. Cette souffrance ne peut pas répondre du pouvoir de ne pas reproduire une réflexion réelle pour une sortie de crise et qui doit être politique, et une situation de la société qui vit une Belkacem Naïd Saleh, je m'excuse de vous interrompre. La communication est très mauvaise, on ne vous entend pas très bien. Nous allons voir comment régler ce problème avec la régie. Je reviens à vous dans un petit instant. Alors, Amin Mennadi, l'autre problème considéré comme quasiment comme un complot aussi, puisque M. Tebboune a donné l'ordre de régler le problème dans l'immédiat, a-t-il dit, est celui d'Internet, la connectivité, c'est-à-dire le débit. Or, il n'y a personne en Algérie qui ne sait pas que cette réduction j'ai bien dit réduction, du débit est délibérée. On paye même des sociétés étrangères pour réduire le débit et ne pas permettre aux Algériens d'avoir un bon débit qui pourrait leur permettre de communiquer entre eux, de voir ce qui se passe dans le reste du monde, de pouvoir regarder une vidéo normalement sans que ça reste 1 heure pour faire visionner une vidéo de 15 minutes. Est-ce que M. Tebboune ne sait pas que le débit est réduit de façon délibérée pour demander ainsi que le problème soit réglé ? Ce que je viens d'entendre, parce que notre ami Belkacem apparemment il a le même problème, mais je viens t'entendre dire à Jamaldine que la régie est capable de régler le problème. Donc Tebboune, s'il va t'entendre, il va sûrement faire appel à la régie de Aouras TV. Fais attention. Le problème il date pas d'hier, il date pas d'aujourd'hui. On le voit, nos amis qui n'arrivent pas à même pas télécharger un petit contenu. Et puis la déclaration de Tebboune, elle vient juste après une déclaration officielle qui disait que c'était un problème mondial et non pas un problème en Algérie. Donc normalement, quand il y a ce genre de contradiction, un président digne de ce nom, il devrait au minimum accepter la démission de la personne qui a fait cette déclaration, parce que l'un des deux est en train de mentir, ou bien dans d'autres situations, il le mettrait à la porte pour mettre des personnes capables de gérer ça.
les déclarations mensongères et douteuses, dans le meilleur des cas, elles sont douteuses, du président de la République, parce que c'est sa fonction, ne datent pas d'aujourd'hui et ne concernent pas un seul secteur. Le problème d'Internet, c'est que, comme par hasard, c'est quand il y a des examens de baccalauréat que l'Internet est baissé, et ça prouve réellement que ce régime n'est pas capable d'avoir des institutions capables d'assurer la sécurité d'un examen. Donc la seule formule qu'ils ont, c'est de brider la connectivité des Algériens pour éviter qu'il y ait des fraudes. C'est la même chose, ce qui se passe avec Internet, c'est la même chose que ce qui se passe avec les barrages de sécurité dans les grandes artères, notamment sur les autoroutes. Quand on demande pourquoi, on va dire parce qu'il y a certains éléments, il y a quelques Algériens, parmi 40 millions d'Algériens, quelques Algériens qui peuvent être dangereux pour l'État ou pour le peuple algérien. Donc pour attraper ces Algériens-là, on va pénaliser toute l'année, pendant 365 jours, on va pénaliser l'ensemble des personnes qui vont utiliser cet axe routier. Pour 1 ou 2 Algériens qui, eux, sont dangereux. Donc au lieu d'aller chercher des solutions de renseignement, des solutions intelligentes qui vont permettre à la majorité des Algériens de vivre, de vivre pleinement, soit leur transport quand il s'agit de la route, ou bien parce qu'il y a des études aussi, il y a des étudiants aussi, il y a des étudiants et des entreprises qui sont pénalisées, il y a des universités qui sont pénalisées. Ce ralentissement d'Internet a un coût économique qui est bien plus important que le gain réel rapporté par l'agriculture que M. Tebboune essaie de nous montrer comme si c'était notre nouveau pétrole. Donc là, Houda Fir'aoun, on ne sait toujours pas s'il va y avoir son procès ou pas, d'une part, mais d'autre part, le problème il ne date pas de Houda Fir'aoun, il date d'avant. Et avant Houda Fir'aoun, il y avait un ralentissement parce qu'il y avait des problèmes techniques. Les problèmes techniques subsistent toujours dans certaines régions et dans la plupart des régions du pays. C'est-à-dire qu'à vol d'oiseau d'Alger, à partir de 10 km d'Alger, on va se retrouver dans l'Algérie profonde, c'est ça. Et même à Alger, il y a certains quartiers où le réseau est très mal fait. Le pire, c'est que il y a des millions et des millions de dollars qui ont été dépensés dans des réseaux de fibre optique qui ne sont même pas exploités convenablement. Et Houda Fir'aoun qui nous disait qu'elle allait exporter l'Internet à toute l'Afrique. Vous savez, Houda Fir'aoun, au moins, elle est plus ministre. Mais là, on a un président qui nous dit qu'on va exporter des médicaments à l'Afrique, qu'on va dès demain s'installer en Afrique. Donc là, Jamaldine, si moi je me lance là-dedans, moi qui suis connaisseur de l'Afrique et de l'exportation, et pour avoir essayé de développer des exportations à partir de l'Algérie sur ces pays africains, on peut en parler pendant des heures. Parce que là, il nous parle de banques qui vont ouvrir en Afrique, il nous parle de la compagnie aérienne qui doit faire des dessertes en Afrique, alors qu'il y a qu'à voir l'État de l'ANEXAL, qui est l'Agence nationale pour le développement des exportations, pour comprendre que atteindre un niveau au moins équivalent à ces agences-là dans des pays tels que la Tunisie, le Maroc et même le Nigeria qui aujourd'hui développe ses exportations. Donc pour exporter de l'Internet, il faudrait d'abord qu'on puisse avoir des startups qui puissent prospérer. Et pour avoir des startups qui puissent prospérer, il faudrait leur donner l'occasion de prospérer. Et puis pour ça, c'est pas difficile. Les gens qui sont à Alger, ils ont juste à se déplacer à Sidi Abdallah, qui est censé être un fleuron technologique, où on a des startups technologiques, où normalement le 2.0 est visible et sensible et palpable partout. On a Sidi Abdallah, on a des problèmes de connexion. On a dans le cœur même, le cœur technologique, c'était censé être la Silicon Valley de l'Algérie. Et ça, c'est encore censé être ça. Aujourd'hui, je connais plus d'entrepreneurs qui se sont installés à Sidi Abdallah, qui ont fini par s'installer à l'étranger, ici au Canada ou ailleurs, que des entrepreneurs qui sont toujours à Sidi Abdallah. Et le premier problème qu'ils ont eu, c'était, je ne parle même pas de la bureaucratie, je parle d'un problème de connexion et de bande passante. Donc je vous laisse imaginer un peu le gap qu'il y a, le décalage qu'il y a entre le discours de nos dirigeants et la réalité sur le terrain. Ils ne vivent pas dans la même Algérie, ils vivent dans l'Algérie du JT de 20h qu'on voit à l'ENTV.
Alors, il y a avant de vous donner une information qui vient de tomber, vous faites rappeler, quand vous parlez de start-up, Amin, Tebboune ne dit pas start-up, il dit starter. Ça veut dire au choix, hors d'œuvre ou démarreur. Ah, à vous le choix. De toute façon, Tebboune Mazalo a l'air de la Renault 4 ou Voilà. starter. Ou du starter dans un restaurant, quoi. Alors, Hassan Mouali, alors d'abord une information qui vient de tomber, et tenez-vous bien, attachez vos ceintures, ce sera le sujet dont on parlera en dernier tour de micro. Monsieur Tebboune vient de consulter Monsieur Mohamed Charvi, le président des Bédules qui est censé surveiller les élections, et ils sont mis d'accord pour fixer la date du référendum sur la Constitution le 1er novembre. Le 1er novembre, hein, c'est dire, hein, et la date symbole et le temps. Ça veut dire qu'en moins de 2 mois, ils vont passer sur l'APN, ils vont tout faire le travail, ils vont consolider, c'est dire un peu. Un mois. Mais sinon, Hassan, d'abord sur l'Internet, est-ce que Tebboune ne sait pas que la connexion est bridée délibérément, qu'il paye même des sociétés étrangères pour faire le boulot? Bien sûr qu'il le sait, mais il fait son boulot, le boulot que quelqu'un du système doit faire tout simplement, il doit tout justifier, il doit se réinventer une posture, une aura, pour se donner une aura. Je suis quelqu'un qui est celui qui va effacer toutes les bourdes de ses prédécesseurs. Il va, avec ce slogan pompeux de l'Algérie nouvelle, il va fourguer le maximum de promesses, le Terminator, quoi, jouer le Terminator, mais dans la vraie vie, il sait très bien qu'il ne pourra rien faire, tout simplement. Internet, ce n'est pas sur un coup de banc comme ça que tu vas changer le classement pitoyable de l'Algérie à l'échelle mondiale, parce qu'il faut juste rappeler que la 3G, on l'a eu après la Mauritanie, après l'Éthiopie, beaucoup de pays africains. On est classé pratiquement dernier dans les 10 derniers pays au monde. Donc, ça ne trompe plus personne. L'Algérien lambda, il y a peut-être quelques Algériens qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies sur lesquelles ce genre de discours triomphaliste pourrait avoir prise. Mais la majorité des Algériens ont compris. Ils ont compris définitivement que ce système est stérile. Il ne produit plus. Il est stérile, ad vitam aeternam, et il a une seule vocation, c'est de partir. Partir ou partir. Par contre, donc pour résumer un peu cette histoire d'Internet, ça ne va pas changer du tout. Ça ne va pas changer parce que l'Internet, c'est un vecteur de la démocratie à Djaman. Au-delà de son aspect technique, communicationnel et tout, c'est un puissant vecteur de la démocratie. Imaginons une seconde qu'aurait été le Hirak sans Facebook, sans les réseaux sociaux. On n'aurait rien eu, tout simplement. C'est pour ça que le régime de Bouteflika avait compris l'importance de la 3G et de la 4G. C'est pour ça qu'il nous avait privés pendant 20 ans. Pendant 20 ans, peut-être à Club des Pins, la connexion est très, très puissante, mais au-delà de Club des Pins, non, c'est y compris dans ce qu'on appelle la mégapole technologique. J'ai envie de rire quand on parle de Sidi Abdallah. Sidi Abdallah, il n'y a que peut-être le saint patron de Sidi Abdallah, mais sinon c'est une cité dortoir. Je l'ai visité, je sais ce que c'est. Franchement, c'est tout. Dire que c'est une Silicon Valley, franchement, je n'ai même pas envie de rire. D'accord? Et quand il parle de numération, le deuxième point dont tu as parlé, à propos du référendum. Non, on laisse pour le dernier tour. Il y a à peu près. Hassan, on laisse pour le dernier tour le micro, mais une autre question. Quand il parle de globalisation de la numérisation, comme ça, du jour au lendemain, chapeau magique, dans une administration qui se distingue par la tracasserie, la bureaucratie, la lourdeur, le manque de coordination, il utilise le mot immédiatement. Je veux qu'on règle ce problème immédiatement. Pour passer à la numérisation. C'est un peu le système militaire. Amr Tabak, il croit que c'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça.
L'internet, nous sommes très très loin et c'est pas du jour au lendemain. Peut-être Tebboune il veut montrer qu'il a de la carrure, il joue un peu le père Fouettard. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que il est plus présent, même si pour rien du tout d'ailleurs, que son Premier ministre et les ministres aussi. Est-ce qu'ils sont incompétents? Est-ce qu'ils n'ont aucune possibilité de bouger? On a l'impression. Alors, avant, on avait un président qui était complètement absent pendant 7 ans, Abdelaziz Bouteflika, et là, nous avons un hyper-président, hyper présent. Oui, je ne parle pas du contenu, mais le contenant. Physiquement, il est très présent. Pratiquement 2 conseils des ministres en 10 jours, plusieurs apparitions, le journal de 20 heures du début jusqu'à la fin. On a l'impression que l'Algérie est devenue un immense chantier. Mais dans la vraie vie, il se passe absolument rien. Il se passe chaque jour, malheureusement. Quand on ouvre Facebook, on voit des arrêts cardiaques, on voit des vidéos lamentables de nos Chibani devant les bureaux de poste. Voilà ce que nous voyons, malheureusement. Et puis, des informations sur l'arrestation, l'emprisonnement de mouvements de personnes, d'activistes du Hirak et tout. Voilà l'Algérie réelle. Et restez avec nous, et puis, Hassan. de temps à autre, il le porte. Oui, finissez votre phrase, finissez. Okay. Hassan, finissez votre phrase. Je voulais juste rajouter que de temps à autre, il convoque 3 ou 4 journalistes qui sont là pour lui faire la claque, pour étaler sa science devant des journalistes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas renoncer, qui ne savent pas poser les bonnes questions. On attend donc qu'un autre journaliste de France 24 ou d'une autre chaîne française vienne faire une vraie interview du président Tebboune pour qu'on sache l'état de notre nation. Belkacem Naïd Salah, cette histoire d'Internet dont tout le monde sait, comme je viens de le dire, que la réduction, que le bridage est délibéré et qui ordonne qu'on règle ce problème immédiatement et qu'on numérise, que du jour au lendemain, l'administration soit numérisée, que les statistiques aussi sur ce point. Belkacem Naïd Salah. On l'a perdu aujourd'hui, c'est dommage. Il avait des choses à dire, Belkacem Naïd Salah. Alors, nous allons revenir donc sur cette nouvelle qui vient de tomber. Amin Mennadi, voilà, M. Tebboune a consulté M. Mohamed Chorfi, président du bidule de surveillance des élections. Ils sont entendus 1er novembre. Ça y est, c'est bon. Le peuple va être requis pour donner son avis sur la question. Et je vous en prie. On est encore dans le calendrier du régime et puis on est encore dans le commentaire. Et ce qui me dérange, c'est que quand on n'est pas dans le commentaire ou dans la réaction au calendrier du régime, on est dans des démarches parallèles à la réalité des choses. Je vais être peut-être critique envers nous en tant que militants. Aujourd'hui, c'est quoi notre force de proposition? C'est quelques militants à l'étranger qui vont proposer une charte ou un code de conduite pour le Hirak, qu'ils appellent Hirak, et puis qui ne comprennent pas encore que c'est une révolution et qui se passe en Algérie, qu'on est là juste pour soutenir, ou bien juste quelques commentaires qu'on va mettre sur des réseaux sociaux, quelques chaînes, le peu de chaînes telles que Ouras TV, Maghrébia, qui nous permettent de nous exprimer. Aujourd'hui, moi, mon appel, ça serait plutôt que d'ici au 1er novembre, qu'on puisse ressouder les rangs, pas au sein de ceux qui sont contre ce régime et qui comprennent totalement qu'il est à côté de la plaque, mais d'ouvrir la porte grande et d'arrêter de considérer une partie du peuple algérien comme étant des Bousba' ou Bousba' al-Azraq et faire barrage à un régime qui essaie de nous imposer une constitution qui sera validée par les mêmes, je dis bien les mêmes, qui, quand spécifique critiquaient certains ministres, se levaient pour l'insulter et pour dire que c'était lui le traître. Les mêmes députés qui ont cautionné Bouteflika, les mêmes députés qui ont applaudi Ouihia et défendu Ouihia, les mêmes députés qui ont fait de Bouchouareb un héros alors que c'était quelqu'un qui était en train de trahir son pays. Les mêmes qui ont trahi le peuple pendant des années, ça sera ces mêmes-là, ces mêmes personnes, ces mêmes médiocres qui vont valider une constitution avec laquelle on devra vivre et qui devra régir
l'ensemble de la vie de l'Algérien. Donc mon appel, ça serait que dès maintenant, qu'on fasse barrage en ouvrant nos cœurs à nos frères et à nos sœurs, parce que quel que soit l'Algérien et quelles que soient ses convictions et quel que soit s'il a voté ou non, ça reste un Algérien. Demain, si le régime y part, ceux qui ont soutenu le régime, ils seront toujours des Algériens. Qu'ils l'aient soutenu par conviction, par peur ou par intérêt, on doit construire avec eux l'Algérie. On ne peut pas les mettre dehors. Donc j'appelle mes frères, mes sœurs militants à s'organiser autour de cette idée d'union sacrée contre ce projet totalement délirant du régime, de nous imposer une constitution qui a été faite non seulement à la va-vite, mais qui sera encore votée encore plus dans la précipitation. Alors si on a un peu de temps, dernier tour, je vous demanderai comment. Hassan Moualid, donc sur cette nouvelle qui vient de tomber. Écoute, moi ça confirme ce que j'ai dit il y a 2 mois de ça, dans cette même émission, que le pouvoir, que les promoteurs de la nouvelle Algérie vont tout faire pour faire passer leur projet, parce que c'est ce qui leur manque pour un peu fermer c'est la quadrature du cercle. Avoir une constitution qu'ils veulent, parce que Tebboune avait promis une constitution pour l'Algérie et non pas une constitution pour lui. Finalement, il a prouvé exactement le contraire. Comme lui, cette constitution a vocation à être démontée par un prochain président jusqu'à ce que les Algériens aient, et ce pays ait une vraie constitution issue du peuple. Donc, encore un énième replâtrage. Moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Là, en recevant cette information, je suis quand même très, très déçu et inquiet pour mon pays, parce que je me suis dit, avec le Covid, la crise sanitaire, avec la situation économique extrêmement préoccupante, la situation sociale qui confine pratiquement à l'explosion, et on nous rajoute quand même la Constitution qui n'a fait l'objet d'aucun débat. Ils ont distribué des copies, ils les ont ramassées. Et là, ils vont donner, comme l'a dit notre ami, au Parlement de la fraude qui a servi Bouteflika pendant 20 ans, on va lui demander de valider cette constitution et la promulguer et la faire appliquer au peuple algérien. Ils nous prennent pour qui? Donc malheureusement, je pense que même ceux qui ont donné un peu de crédit, un bénéfice du doute à Tebboune vont se poser la question maintenant. Finalement, voilà, c'est parce qu'en vertu de cette constitution, il devient lui aussi un hyper-président. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est vraiment. Et puis il y a quelques articles, quelques dispositions de la Constitution qui ne devraient même pas figurer dans un code de wilaya. C'est dommage. Voilà, c'est vraiment. Je suis très déçu. Moi, je m'attendais. Je me suis dit, peut-être avec toute la crise que nous vivons, il va se dire bon, au moins. Je vais essayer d'amener le Hirak et tous les Algériens qui n'ont pas voté pour moi à la table des négociations, ouvrir un vrai débat avec des représentants du Hirak, de la classe politique, et peut-être sauver ce qui peut être sauvé pour un compromis politique. Je vais l'appeler comme ça, un compromis politique. Lui, c'est un président de fait. On a pris acte. Il était élu par ses quelques partisans. C'est un président, on prend acte, mais on va négocier avec lui une feuille de route pour une vraie nouvelle Algérie. Malheureusement, cette façon de faire prouve qu'il n'a pas changé du tout, qu'il est resté fidèle à l'ère de Bouteflika et sa clique, et c'est vraiment dommage pour le pays. Et restez avec nous, Hassan. Belkacem Naïd Saleh, j'espère que la connexion est bonne. Vous n'avez pas eu le temps de suffisamment vous exprimer. Belkacem Naïd Saleh? Oui. Ah là, on vous écoute, on vous entend très bien. Alors, oui. L'information vient de tomber, Monsieur Tebboune a consulté Mohamed Charfi, ça y est, c'est bon, le référendum pour la Constitution est fixé au 1er novembre, ça veut dire un mois seulement, pour faire tout le travail, faire passer à leur parlement, comme ils disent eux-mêmes, valider, préparer les élections, faire le nécessaire. Mohamed Charfi et faire la campagne électorale et tout. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle qui vient de tomber? Elle est dans la logique du pouvoir. Elle est dans cette logique qui date depuis le début du Hirak, qui était le refus catégorique de réagir d'une manière positive aux revendications de la société algérienne qui voulait mettre un terme à cette tutelle qui est exercée depuis 1962 à ce jour.
Maintenant, c'est une fuite en avant. Maintenant, ils sont en train de prendre le risque. Ils sont devenus autistes à l'entente de la société et du hiérarque qui revendique pour ces revendications et qui essaye de dire, faisons un compromis historique pour construire l'Algérie de demain. Nous ne sommes pas contre l'Algérie de demain, mais nous sommes contre cette manière de faire, contre cette méthode, contre cette mentalité de reproduire le pouvoir, comme s'il n'y avait aucun problème. Le système est hermétique au changement. Et là, le danger, et là réside le danger. Ils seront comptables devant l'histoire de cette situation. Nous avons aimé dès le départ, et nous avons émis le vœu qu'il y ait cette compréhension, cette passerelle entre la société et le pouvoir réel, cette manière de revenir à la source de la légitimité qui est le peuple. Cette manière, c'est une fuite en avant. Il y aura des problèmes. Et est-ce qu'ils seront à la hauteur de les résoudre? J'en doute fortement. C'est une manière purement cavalière de vouloir dire au peuple que le peuple n'existe pas. Et là, ils sont comptables devant l'histoire de ce qui là deviendra le problème. Il y aura des problèmes économiques graves. Cette situation économique va faire avoir des répercussions graves sur le plan social. Nous ne vivons pas en dehors de l'Algérie, nous vivons au sein du peuple, nous vivons dans cette Algérie-là que nous voulons. Nous avons peur pour notre pays. Je vous le dis en toute sincérité, nous avons peur pour notre pays qu'il y aura cet effondrement. Nous voulons préserver ce pays-là parce que nous n'avons pas de pays de rechange. L'Algérie a toujours porté des génies. Nous ne sommes pas une société ni un peuple stérile. Nous avons toujours eu les compétences. Nous avons toujours eu les compétences pour faire face aux défis. Maintenant, cette manière de vouloir précipiter les choses afin de revenir à cette mentalité du fait accompli, moi je dirais qu'ils prennent un sentier dont ils seront comptables devant l'histoire. La situation économique est désastreuse, la crise elle est là, elle aura des répercussions sociales graves. Nous appelons toujours au bon sens pour qu'on revienne à résoudre le problème du problème majeur qui est la source de tous les problèmes, c'est cette crise politique qui dure depuis. Mais pour le régime, Belkacem Naïd Salah, pour le régime, le bon sens, c'est de ne pas lâcher le pouvoir, parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort, tel qu'ils l'imaginent eux. Ils sont en train de se dire que si jamais on lâche le pouvoir, que nos scandales remontent à la surface, il n'y aura pas de trou sur terre où nous pourrions nous cacher. Donc on ne lâche pas, on garde le pouvoir et advienne que pourra. C'est une question de privilèges et d'intérêts, ni plus ni moins. Ils pensent à des intérêts et à des privilèges purement matériels. Nous avons dit dès le départ, faites attention, le peuple algérien, ce n'est pas un peuple qui acceptera de mettre sous tutelle toute sa vie. Ce peuple a une histoire, il a une vie. Revenez au bon sens, faisons ce compromis historique entre le pouvoir réel et la société algérienne pour jeter des passerelles. Ne faisons pas cette manière-là d'être arrogant et de vouloir imposer au peuple. Nous disons toujours, l'État, le pays, l'État algérien, c'est le peuple. En dehors de ça, ce n'est que fourberie et flibusterie. L'État, c'est le peuple. En dehors de cette définition, nous irons vers la catastrophe. Et ça va être une catastrophe généralisée. Nous appelons toujours au bon sens. Nous voulons un compromis historique. Nous voulons le partage du pouvoir entre la société et le pouvoir réel. Vous ne pouvez pas rentrer en conflit avec le peuple. Là, l'équation, elle est dangereuse. L'équation, elle est dangereuse. Le peuple n'acceptera jamais une soumission. Et ils doivent le comprendre d'une manière. Nous les appelons parce que ce sont nos frères. Ce sont des Algériens comme nous. Ils sont arrivés à cette situation d'échec. Maintenant, qu'on aura ce compromis historique. Nous ne pouvons pas construire l'Algérie sans les Algériens. Il faut qu'ils comprennent ça. Ils ne peuvent pas construire l'Algérie sans les Algériens. Et restez avec nous, Belkacem Naïd Salah. Nous allons faire un dernier tour de micro sur comment, justement. Amin Mennadi, vous avez préconisé l'union sacrée de tous les Algériens, y compris ceux proches du pouvoir, pour sauver le pays. C'est très bien, mais comment? Mes premiers mots vont s'adresser aux Algériens qui sont dans ma situation.
à l'exil forcé ou volontaire à l'étranger. Mon message est clair, c'est de ne pas essayer d'organiser ou de diriger de l'extérieur une révolution qui est née de l'intérieur. Nous sommes là pour soutenir et non pas pour être les porte-drapeaux. Nous sommes là pour soutenir nos frères et nos sœurs qui sont en Algérie. Aujourd'hui, oui, il y a des arrestations, oui, il y a des Algériens et des Algériennes qui sortent manifester leur rejet de ce régime, qui sont en prison, mais il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui bravent l'interdit et qui sont encore plus ou moins libres de leur mouvement pour pouvoir agir à partir de l'Algérie. Donc c'est la première des choses à faire à mon sens. La deuxième des choses à faire, c'est d'apprendre de ce qui s'est passé au moment où Bouteflika a quitté le pouvoir pour être remplacé par Gaïd Salah et ses acolytes. Une période de transition, ce n'est pas nécessairement un pouvoir qui va laisser la clé sur le paillasson de Mouradia et rentrer chez lui. Une transition peut être, elle doit être collégiale et non pas ne peut être que collégiale. Elle doit être collégiale et puis elle doit être discutée. Et moi, ça me dérange pas qu'il y ait un gouvernement d'union nationale avec Abdelmadjid Tebboune, malheureusement, comme président pour une transition. J'imagine juste des scénarios. Mais pour arriver à ça, il faudrait qu'on puisse arrêter, qu'on soit capable d'arrêter le discours clivant au sein même de ce qu'on appelle Hirak. Si on le limite à l'appellation Hirak et non pas révolution, ben que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mais si on est vraiment dans une révolution pacifique, une révolution populaire, il nous faut acquérir certaines pratiques qui vont permettre justement de fédérer et non pas de rejeter. On ne peut pas rejeter une partie de la population qui pense que la solution c'était bon. On ne peut pas rejeter une partie de la population par rapport à une certaine idéologie. Je rappelle juste, en parlant d'idéologie, que les luttes idéologiques actuelles se passent plus à Paris, peut-être un peu moins à Montréal ou à Genève, qu'à Alger, à Kharrata, à Batna ou à Ouargla. Il faut être conscient de ça. Les luttes idéologiques se passent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut que nos compatriotes comprennent qu'ils font. Et je me permets de vous interrompre, il ne reste plus de temps. Un dernier mot avant que je ne donne la parole à Hassan Mouali. J'appelle à l'union sacrée, mais elle sera imaginée par nos jeunes et non pas par nous autres qui avons plus de 35-40 ans. Merci. Merci. Alors, Hassan Mouali, comment faire pour parer au plus urgent, c'est-à-dire empêcher ce régime de nous précipiter dans l'indicible, j'allais dire? Pour moi, la situation est extrêmement difficile. Tebboune a prouvé qu'il a choisi son camp. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, il avait reçu ce qu'on appelle les partis des forces des réformes, un truc comme ça, et qui rassemble un petit peu tout ce qui était dans le 12-12, les élections 12-12, et quelques invités surprises, genre l'ancien premier secrétaire général du RND. Donc, ils avaient tenu une réunion à l'Orassi. Divine surprise, le lendemain, ils sont reçus par le président Tebboune à la présidence de la République. Alors que, en face, les partis du pacte, le PAD, des partis de l'Alliance démocratique, le PAD, on les empêche même de se réunir, y compris au siège du RCD. Donc, je crois que le système a choisi son mode opératoire. Il a choisi en fait le passage en force. Il pense que le Hirak c'est fini, il ne reviendra plus. Il essaye de le flinguer, de le faire exploser en inventant des différends, en idéologisant le débat. Ces derniers temps, on a eu la grosse polémique entre Rachad, les gens du RCD, Saïd Saadi, XY, Karim Tabou, tout ça, même le 20 août. Le 20 août, il y avait ce genre de polémique stérile et stérilisante. Donc, il s'est dit que ça va passer. Il ne se passera rien du tout. Ils ne feront pas le poids. Le 1er novembre,
la date du référendum, c'est la symbolique. Encore une fois, ils veulent user et abuser de la symbolique du 1er novembre. Je te rappelle, Jamal, que le 1er novembre, il est censé inaugurer la grande mosquée d'Alger. Et finalement, aujourd'hui, on apprend que ça va être le référendum aussi. Dans quelques jours, ils vont dire peut-être que l'équipe nationale va jouer un match ou je sais pas quoi. Voilà comment ça marche. Malheureusement. Et c'est dommage. Moi, je suis inquiet, Jamal. Je suis inquiet pas uniquement sur ce pouvoir obtus qui veut reconduire la politique du passage en force, mais aussi en face, malheureusement, on est beaucoup divisé, on s'apaisantit sur des futilités, sur des petites divisions, alors que le vrai projet, normalement, c'est justement transformer notre rejet de ce système en projet politique alternatif, le pousser à un compromis politique, comme l'a dit notre ami du Canada. C'est ça le plus important. Nous avons à cœur de sauver notre pays aussi. Nous ne sommes pas tous ceux qui s'inscrivent pas dans la logique de ce système, nous sommes pas contre notre pays, nous sommes des patriotes nous aussi. Et nous n'avons pas à montrer patte blanche devant qui que ce soit, parce que nous estimons que nous sommes peut-être même plus patriotes qu'eux. Merci, on ne cherche pas des sous. Merci Hassan. Un dernier mot, Hassan. Un dernier mot avant que je ne passe la parole à Belkacem Naïd Saleh. Un dernier mot, il n'est pas encore trop tard, même s'il a fixé malheureusement la date pour le 1er novembre. Et moi, j'appelle Majid Abdelmajid pour lui dire la yadik, le pays est sur un volcan. Faites quelque chose, Monsieur le Président, comme la fameuse formule est une blessée au président Zerouel en 97. Voilà un peu. Merci. Alors, Belkacem Naïd Saleh, vous avez le mot de la fin pour ce que vous disiez maintenant au sujet de ce compromis historique auquel vous appelez. Nous parions toujours sur le bon sens du pouvoir réel, qui est l'institution militaire. Nous parions sur son bon sens afin de ramener des choses dans le bon chemin. Il faut élargir la vision, il faut s'ouvrir. Il n'est plus le temps de la clientèle. Il faut s'ouvrir sur la société. Il faut s'ouvrir sur les compétences. On peut arriver à un compromis historique avec des garanties. Nous n'avons pas d'institution de garantie. Et c'est ça le drame de la société algérienne. C'est ça le drame de notre pays. Nous n'avons pas, en dehors de l'institution militaire, qu'on le veuille ou non, nous voulons qu'elle soit ramenée à la table et qu'elle soit garante des prochaines étapes qui se feront dans le consensus, dans le compromis historique. À partir de là, nous voulons qu'il y ait un gouvernement de compétences, qu'il y aura un manifeste constitutionnel. Nous voulons que, même si nous ne voulons pas qu'il y ait un vide constitutionnel, nous voulons un gouvernement de compétences avec les pouvoirs d'un président et nous allons vers des étapes par lesquelles nous construisons un compromis historique et pour essayer de dégoupiller ces mines, ces grenades et ces bombes à retardement qui nous ont été léguées pendant ces 48 ans. Il faut revenir au bon sens. Il faut revenir au bon sens et arrêter cette fuite en avant, cette manière suicidaire de ramener à la confrontation avec le peuple. Le peuple algérien, on a assez vécu ces drames. Nous voulons malheureusement mettre un terme à cette souffrance dont nous subissons depuis 58 ans. Nous avons le droit de vivre dans un État démocratique. Nous voulons construire un pacte démocratique. Nous voulons construire des institutions dont ils seront issus de la légitimité populaire et dont la légitimité juridique doit être la primauté. Nous voulons une construction constitutionnelle. Et il y a beaucoup de génie dans ce pays-là et beaucoup de patience. Nous voulons le compromis et pas la compromission. Il est terminé le temps de cette clientèle, de la corruption, de cette clientèle, de la gabegie de cette compagnie, de l'incurie. Nous avons assez. Nous voulons léguer un pays comme il nous a été légué par ceux qui sont morts dans le champ d'honneur pour notre liberté. Nous voulons l'Algérie de la liberté, l'Algérie de la pensée, l'Algérie du savoir, l'Algérie dont nous sommes toujours restés fiers et nous voulons léguer cette fierté à nos enfants. Nous avons un peuple qui a une histoire, qui a une géographie. Arrêtons de jouer avec l'avenir d'un peuple. Il faut arrêter
Alors, moi, je n'y prête même pas attention. J'attends quelle sera la réponse de l'institution militaire, de pouvoir réel. C'est lui qui doit décider. Merci, Belkacem Naïd Saleh. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous avons un peu débordé sur l'horaire de l'émission. Je me joins à vous. Je crois que nos trois invités aujourd'hui ont tenu le langage de la sagesse, de la modération, de la prudence politique, qui appelle d'abord ce régime à se ressaisir, à revenir au bon sens commun, à comprendre qu'il est dans une impasse, qu'il est en fin de ressources, qu'il ne peut plus rien donner, pas même la sécurité à lui-même, puisqu'il se met en danger, puisqu'il risque de tout emmener par le fond, y compris lui-même. J'espère que le régime réel, celui qui est derrière le régime visible, celui qui parle, qui discourt, qui promet, que ce régime réel comprenne lui aussi qu'il y va de sa propre survie à lui aussi, dans son pays, qu'il risque de précipiter dans l'indicible et dans le chaos. Merci Belkacem Naïd Saleh, merci Hassan Mouali, merci Amin Mennadi, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Bqa ala khair, Rabbi jib al khair.